Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ces derniers temps, vous avez sûrement dû voir des vlogs destinés à la rentrée littéraire, mais j'avais envie de me sortir un petit peu la tête de ces livres à paraître et j'ai un bouquin en anglais qui me toise depuis des semaines. Donc je vais vous en parler tout de suite et je pense que je vais le commencer très bientôt, malgré le fait que j'en ai déjà débuté un hier. Dans plusieurs vlogs, je vous ai parlé du livre de Ashley Poston qui s'appelle The 7 Years Sleep, qui est donc du réalisme magique nimbé de romance. C'est-à-dire qu'on va trouver Clémentine qui hérite de l'appartement de sa tante avec qui elle était très proche. Et sa tante lui a toujours dit que cet appartement était magique. Et elle s'endort un soir dans ce lieu, et le lendemain elle se réveille et il y a un homme qui est au-dessus d'elle en disant qu'il vit ici. Sauf qu'il s'avère que cet homme vit 7 ans dans le passé. Et apparemment ils vont commencer à créer un lien et à tomber amoureux, mais cette différence de temps va un peu impacter leur relation. J'en sais pas plus, mais je l'ai revu à multiples reprises dans des vidéos dernièrement, et ça me donne d'autant plus envie. Je pense qu'on m'a à l'usure. Je compte le débuter très prochainement, d'autant plus qu'il est disponible sur Nextory s'il vous intéresse, et j'ai appris aujourd'hui même qu'il serait traduit en octobre. Je pense que c'est le bon moment pour le débuter. Pour ce qui est de ce que j'ai débuté hier soir, j'ai commencé Slouching Toward Bethlehem de Joan Didion, qui trône sur mes étagères depuis des années, et ici ça va être une série d'essais de Joan Didion sur son expérience de LA, avec tous les travers de cette ville, dans le clinquant ou dans le plus nauséabonde, c'est-à-dire que dans la première nouvelle, dans le premier essai, on va suivre l'affaire d'une femme qui soi-disant a tué son mari selon la justice, alors que cette femme dit qu'il y a eu un accident de voiture. Et ils vont la mettre en faute en disant que c'est elle qui voulait simplement recevoir de l'argent. C'est de la mauvaise foi juridique à son paroxysme. Je ne saurais pas comment le dire autrement. Dans la deuxième nouvelle, on va beaucoup parler du mythe de John Wayne. Ça va être quand même empreint de féminisme sans qu'on ne puisse le croire. Pour l'instant, ça me plaît assez, mais c'est méditatif, je dirais. Le livre est séparé en 3 parties. La première, c'est Lifestyles in the Golden Land. La deuxième, c'est Personals. Donc ça va plus se focus sur son expérience personnelle, je pense. La manière dont elle a grandi là-bas, avec sa famille, je suppose. Et comment elle s'est découverte elle-même dans ses courants de pensée. Et la dernière, c'est 7 Places of the Mind. Là encore, ça va être beaucoup de réflexion, mais plutôt sur les paysages, de ce que je vois des parties et des sous-parties qui sont en dessous. Donc, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais je pense que je vais le picorer au fur et à mesure du temps. Voilà pour ma première sélection. Je vais juste vous parler brièvement des livres que j'ai lus dernièrement et qui m'ont beaucoup plu. Le dernier livre en anglais que j'ai terminé, il s'agit de Sunburn de Chloé Michel Howard. C'est un livre queer qui se passe en Irlande dans les années 90 où on suit Lucy, qui est une adolescente au début, qui n'a que 15 ans et qui développe un amour profond envers l'une de ses amies. Elle est dans une société qui est très traditionnaliste, très religieuse, et ça va beaucoup impacter son amour et sa manière de concevoir la vie. C'est-à-dire qu'elle ne se reconnaît pas du tout dans les principes maritaux, dans les principes de vie d'une femme qui doit rester au foyer, qui doit avoir des enfants et qui doit s'occuper de son mari. À travers cette relation qui va être cachée, elle va aussi s'apprendre. On va voir à quel point elles vont s'éloigner et se retrouver au fur et à mesure de leur vie. C'est parsemé d'échanges épistolaires et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Je trouve que ce livre ne met pas des plot twists partout, mais la fin était tellement à la hauteur. C'est-à-dire que même si vous vous dites qu'il y a des moments où vous trouvez ça long, eh bien je peux que vous encourager à aller jusqu'à la conclusion. Parce que pour le coup, moi ça m'a retourné et je suis pas quelqu'un qui aime les préquels, les séquels et les sagas. Mais là, j'aimerais qu'elle écrive une suite. Parce que j'ai trouvé ça très beau dans ce que ça voulait délivrer. J'ai trouvé qu'avec peu de schèmes, peu de mots, peu d'idiomes, elle arrivait à donner un message tellement profond et tellement vrai sur les premiers amours et sur la découverte de soi-même à travers le sentiment amoureux. Ça correspond parfaitement à la saison et j'ai pas du tout été déçue. Un autre livre que j'avais prévu de lire cet été et dans lequel je me suis enfin plongée et que j'ai dévoré, j'ai même acheté le 2e tome à la suite, L'amie prodigieuse de Elena Ferrand. On l'a revu passer il y a très peu de temps sur les internets, notamment avec la remise des prix de la part du New York Times qui disait que c'était le meilleur livre de la décennie. Ici on suit donc Lila et Elena qui sont dans les rues de Naples après la Deuxième Guerre mondiale et on voit 2 petites filles qui ont des capacités scolaires, qui ont des capacités intellectuelles et d'écriture et on va en voir une
qui va être soutenu par ses parents, qui va avoir les possibilités d'évoluer dans sa vie, qui va trimer, parce que la narratrice c'est Elena, qui va expliquer à quel point Lila n'a pas été aidée par son contexte familial, alors qu'elle avait du talent. Et Elena, contrairement à elle, a dû se battre pour pouvoir réussir et pour pouvoir avoir une vie qui se détache des carcans de la société. Et j'ai beaucoup aimé. Dans de la littérature contemporaine, généralement, on s'attend pas à avoir des retournements de situation. Et pour le coup, la fin de ce tome-là prête un énorme retournement de situation, qui délivre beaucoup de messages, qui délivre beaucoup de choses et qui montre aussi la cruauté de l'être humain. J'ai adoré suivre ces deux enfants. La première partie, donc les 120 premières pages qui sont sur l'enfance à proprement parler des deux gamines, m'a un petit peu laissé à distance. J'étais pas forcément dedans, mais à partir du premier quart, j'ai été drivée par ces deux jeunes filles. Je me suis beaucoup attachée à elles, malgré le fait que Lila au début m'énervait un peu. J'ai réussi à comprendre tout ce que l'autrice voulait nous délivrer. Si vous ne vous êtes pas lancé dedans, je ne peux que vous encourager. Il y a vraiment des passages qui m'ont capté, qui là encore en très peu de pages, en très peu de phrases, arrivent à donner une réalité assez profondément ancrée dans les esprits. Je pense que vous êtes déjà plusieurs à l'avoir lu. Je ne fais pas exception à la règle. J'ai beaucoup aimé. Voilà pour les livres que j'ai lus dernièrement. J'en ai lu d'autres, mais ça sera pour d'autres vidéos. Et puis on se retrouve plus tard quand j'aurai lu un petit peu plus dans mes livres en anglais. Je vous retrouve pour vous parler de mon avancée dans The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Je suis arrivée au quart. Clémentine vient de rencontrer l'homme qui est dans l'appartement de sa tante. Ils ont pas mal échangé. Elle est assez tiraillée par ce garçon qu'elle ne connaît que de prime abord, qui commence à être très serviable envers elle, qui commence à lui faire la cuisine et il commence à avoir beaucoup de réflexions autour de la vie, du futur qu'on envisage, de ce que l'on veut, de ce que l'on cherche et de ce sur quoi on met l'accent. Clémentine était donc très proche de sa tante, qui est désormais décédée. Elle doit à la fois faire ce travail de deuil et accepter que ce qu'elle vit dans cet appartement est déjà passé. J'ai pas beaucoup avancé, alors je sais pas comment ça va se diriger, mais c'est assez intéressant ce décalage entre la réalité et ce qu'elle vit. Quant à ce qui est des relations entre les personnages, je trouve que Clémentine est assez recherchée, du moins on est de son prisme, donc on a plus d'entrée en matière dans son esprit, mais pour le personnage masculin, je trouve qu'il est très en surface pour l'instant, même si on essaye de nous donner des angles, des arcs narratifs sur ses conceptions de vie, les raisons pour lesquelles il se retrouve ici, je trouve qu'il est encore un petit peu trop léger. Il y a plein d'éléments de la tante qu'il ne connaît pas alors qu'il loge chez elle, ce que je trouve un peu ubuesque. J'espère que ça va prendre un petit peu plus de ressort et avoir un petit peu plus de matière. Il y a une place très importante donnée à la cuisine puisque lui est cuisinier, ou du moins souhaite le devenir. Tout ce qui traite des liens en relation avec la cuisine, le fait de partager avec les autres, de créer vraiment une connexion grâce à cet art culinaire. C'est assez drôle, assez léger, ils ont des échanges plus ou moins profonds, mais avec une pointe d'humour. Je vous en reparle dans le plan suivant. Pour ce qui est de Slutching Toward Bethlehem, je n'ai lu qu'un chapitre de plus sur Joan Jett, qui a donc chanté I Love Rock'n'Roll. J'avoue que c'est vraiment des mémoires et des souvenirs et des éléments de la pop culture états-unienne des années 70-80 qui me touchent un petit peu moins que lorsque je l'ai acheté. Mais que maintenant, c'est pas forcément des éléments que j'ai envie de développer et sur lesquels j'ai envie d'avoir plus d'informations. Je vais le picorer, je pense, au fur et à mesure du temps, mais je suis pas forcément entraînée par ce qu'elle me raconte. Quoi qu'il en soit, je reviendrai pour vous parler de ces deux livres, puis on passera au suivant. Bon, je vous retrouve pour vous dire que j'ai bien avancé dans The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Si au début je vous disais que j'avais un peu de mal entre les personnages dans leurs relations et que je trouvais ça un petit peu insta-love, eh bien les choses ont avancé et je l'ai bien dégommé puisque il me reste 100 pages. Je me suis aidée de l'audio qui est disponible sur Nextory. Si vous aussi vous voulez en profiter, je vous laisse aller regarder le lien qui sera en barre d'infos et qui vous offre 45 jours. Quoi qu'il en soit, je commence à m'attacher petit à petit à la personnage principale parce que là où on me disait que ça se détachait des romances classiques, j'avais pas cette impression au début et au fur et à mesure je comprends ce qu'on entend par là. On va beaucoup plus se focus sur le travail de deuil de Clémentine plutôt que sur
la romance en elle-même. Bien sûr, elle prend une place prépondérante, mais on va beaucoup parler de ce souvenir que prend sa tante au sein de l'appartement qui revient dans le passé ou dans sa mémoire actuellement. Ça va donner lieu à beaucoup de réflexions par rapport au voyage que sa tante faisait. Ça va parler de dépression, ça va parler de décès évidemment, de deuil. Il y a tout un paragraphe qui parle justement de comment la tante de Clémentine est décédée et ça m'a beaucoup émue. Le personnage de Iwan, qui est donc le love interest, est assez touchant aussi sur des aspects assez similaires. Il y a un petit retournement de situation qui en entraîne plusieurs microscopiques, mais qui me plaisent bien. Ce que je vous ai pas dit, il me semble, c'est que Clémentine travaille dans une maison d'édition. Ça prend beaucoup de place dans l'histoire. La cuisine prend beaucoup de place puisque Iwan souhaite devenir cuisinier. Finalement, je change un peu d'avis. Si j'ai lu 100 pages en une journée, ça vous laisse imaginer à quel point ça m'a tenu en haleine. Quoi qu'il en soit, je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Je vous retrouve et j'ai terminé hier soir The 7 Years Sleep de Ashley Poston. Je vous disais au début de ce vlog que j'avais un peu de mal avec les personnages, c'est-à-dire que je trouvais qu'ils étaient peu campés, ou du moins que le personnage de Iwan était peu incarné, et au fur et à mesure du temps, ça s'est amélioré. Je me suis doutée de beaucoup de choses dans l'intrigue, mais que ça n'a pas enlevé de mon intérêt. C'était très mimes, ça n'a pas la portée que j'en attendais comme ça a été le cas avec 7 Days in June, mais j'ai passé un agréable moment. Il y a quelques recours narratifs que j'ai trouvé un peu courus. Pour autant, c'est un livre très agréable. Je vous encourage à lire si vous avez besoin d'un truc vraiment tout doux. Après, on l'a beaucoup présenté comme une romance. Ça l'est, c'est certain, puisque c'est le point névralgique du livre, mais c'est surtout une réflexion sur le deuil. Je vous conseille de plutôt l'aborder sous cet angle. Le réalisme magique prend du sens à partir de ce moment-là. Certes, ça prend un sens aussi dans la romance, mais ce qui m'a tenu en haleine, c'est plutôt le regard que Clémentine porte sur sa tante, qui est tout juste décédée, et la manière dont elle va effectuer ce travail de réflexion autour de cette personne qui a tant compté dans sa vie et la manière dont elle va se reconstruire derrière. Voilà, en tout cas, je suis contente de l'avoir lu parce que ça faisait un petit moment qui traînait sur mes étagères et dans mes envies. Il sort de mes étagères, mais il y en a deux qui vont venir puisque j'en ai acheté deux sur Vinted, qui sont Wives Under the Sea et Sal Slow, qui sont pas du tout dans le même mood, mais ça me convient tout à fait puisque là on arrive dans la période automnale et que j'ai besoin de trucs un peu horrifiques. C'est vraiment le mood que j'ai en ce moment. Si vous voulez un vlog un petit peu dans ces thématiques, dites-le moi. Pour ce qui est de maintenant, je vais vous dire ce que je compte entamer possiblement en dehors de mes lectures pour la rentrée littéraire. En premier, Été de Edith Wharton, dont je vous ai parlé dans la To-Be Read de l'été. Ensuite, on a un livre que j'ai également emmené de chez mes parents, Les Nageurs de la Nuit, de Thomas Jedrowski. Pologne 1980, amour queer. Et enfin, le dernier en physique, mais c'est encore à voir, c'est donc celui-ci, qui, je l'ai appris, sort très bientôt chez Piquier, qui est donc de Ungwang Bomrum. Bonjour l'accent. Le cliché de cette petite librairie japonaise où il va y avoir des chats et où c'est une femme qui va se reconstruire. Par contre, c'est un hardback, donc si je veux le remporter en Bourgogne, ça va être un petit peu galère. Et je vais vous dire lequel est le dernier, puisque je l'ai en dématérialisé. Le dernier auquel j'ai pensé, c'est donc un livre de Olivier Blake que je n'ai auparavant jamais lu, qui est un service presse NetGalley, mais sur le NetGalley anglais. C'est donc celle qui a écrit The Atlas Six. Pour le coup, ici, il s'agit de nouvelles, d'un recueil de nouvelles, autour de la vie, de la mort, de l'amour, du désir et de la vengeance. Toutes ces histoires vont faire appel aux contes de fées, mais avec un aspect beaucoup plus sombre. J'espère qu'il va y avoir une unité dans ces nouvelles, quoi qu'il en soit, je vous en ferai part si c'est celui-ci que je choisis.
je vous retrouve et je viens vous dire ce que j'ai lu, ce que j'ai pu commencer à écouter, continuer à écouter. La dernière fois que je vous quittais, je vous disais que j'allais possiblement commencer l'un des livres papier que j'avais avec moi à Paris ou le livre que j'ai sur NetGalley et qui est donc Januaries, écrit par Olivia Blake. J'ai donc commencé Januaries, tout simplement parce que c'est un service presse et que j'ai un temps imparti pour le lire. Le livre est séparé en 4 grandes parties, c'est-à-dire qu'il y a printemps, été, automne, hiver. J'ai donc lu Printemps, qui est composé de 3 nouvelles. La première, c'est autour d'un pont, ça m'a beaucoup fait penser à Stardust de Neil Gaiman, c'est un peu le même principe. Pour le coup, j'ai pas lu Stardust, mais j'ai vu le film un nombre incalculable de fois quand j'étais enfant. Il y a toute une histoire d'amour autour de ce passage, un vœu à exaucer, un vœu à réaliser. Ça fait appel à l'enfance et à tous ces contes qu'on a pu avoir. La deuxième était plus autour de la notion de beauté et de privilège, d'argent en rapport avec l'IA. Ça part un petit peu dans tous les sens et c'est pas forcément le fantastique que je croyais. Ça a plus se tourner vers de la SF dans ce texte-là, que j'ai un petit peu moins aimé pour tout dire. Et le troisième texte, ça m'a fait penser à un hommage à Twilight, puisque en fait, on va être avec une jeune fille qui est amie avec un sorcier depuis l'enfance. La mère de ce sorcier l'a adopté quand elle était petite pour qu'il ait une promise, en quelque sorte, et une amie. Et en fait, au fur et à mesure, elle va rencontrer le rival de ce sorcier qui est en fait un vampire et donc elle va tomber amoureuse de lui. Je vous spoile pas tout, mais en gros c'était les 3 premières nouvelles. Il y a quelque chose d'assez sarcastique dans cette plume que j'ai assez apprécié. Maintenant je me suis quand même un peu ennuyée, ce qui est un peu bête sur des nouvelles. J'ai lu la première de la deuxième partie, donc de été je crois. Pour être très honnête, j'ai pas du tout été emportée. Je pense que je vais tenter les suivantes et que si je vois qu'à diverses reprises je suis pas captivée par la plume, je les sauterai et je passerai à la suivante. Pour ce qui est de ce que j'ai écouté pour le coup, eh bien on va parler d'un livre qui me pose souci puisque j'ai envie de vous en parler, mais qu'à la fois j'ai des problèmes avec les considérations de l'autrice. Je suis, grâce à une plateforme de streaming, abonnée à Lizzy gratuitement. J'ai le droit à un crédit par mois. Et donc sur Lizzy, il y a plusieurs livres audio, notamment des livres audio qui sont relativement plébiscités. Cette maison d'édition audio a publié la version sonore de Demain, Demain et Demain de Gabriel Zevin. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, que ça soit aux États-Unis ou en France. Il a gagné les Goodreads Choice Awards dans la section fiction, il me semble. Pourquoi j'ai des problèmes avec les considérations de l'autrice? Tout simplement parce que dans ce livre, on suit donc 2 adolescents et qu'il y a une place très très forte donnée à la religion juive. Gabriel Zevin a été pro-Israël dans le conflit israélo-palestinien et dans le génocide qui se passe à Gaza actuellement. J'avais utilisé mon crédit il y a des mois de ça, avant même que la guerre ne débute, pour avoir ce livre dans ma bibliothèque. Puis entre-temps, j'en ai écouté d'autres grâce à NetGalley, à Nextory également, pour lequel vous avez d'ailleurs 45 jours offerts qui seront en barre d'infos. Et donc, j'ai commencé mon écoute audio et quelques jours plus tard, j'ai appris que Gabriel Zevin avait des propos que je ne cautionnais pas. J'ai quand même continué le livre audio étant donné que j'avais déjà démarré. Et donc, dans ce livre, on suit 2 adolescents. En fait, ils sont connus quand ils étaient gamins, puisque la sœur de la personnage principale féminine était malade, ou du moins était à l'hôpital. Le garçon avait été renversé par une voiture et ils ont commencé à faire connaissance enfant. Quoi qu'il en soit, la personnage principale féminine a eu des actes qui sont quand même questionnables lorsqu'ils étaient enfants. Ils se sont perdus de vue. Ils se retrouvent lorsqu'ils sont étudiants, tous les deux passionnés par les jeux vidéo qui les avaient déjà fait se connecter quand ils étaient gosses. Et donc, ils décident de créer leur jeu vidéo à tous les deux. Bon, c'est prenant, mais par contre, je trouve qu'il y a un côté alternance entre plume adulte et juvénile qui est assez bancal. Ce que j'aime bien, c'est la ville dans laquelle ça se place. Je sens ce côté très urbain dans la plume, ou du moins dans le setting. Les personnages me laissent un petit peu à distance, enfin j'ai pas d'empathie envers eux plus spécialement que ça. J'ai un peu envie de les secouer. Pour ce qui est de la narration, j'aime bien les voix. Je trouve que c'est assez fluide. Après, il y a certaines fois où le ton et changeant volontairement de la part du narrateur pour nous retranscrire ce jeu de chat et de la souris. Je verrai comment ça avance. Je suis pas spécialement intriguée, mais ça s'écoute très bien. Là, ils viennent tout juste de réaliser leur jeu et ils vont le mettre sur le marché. Il me semble qu'ils en ont préparé un deuxième et que elle refuse d'en faire un troisième. Je crois que c'est ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. Et sinon, hier soir, j'ai décidé d'entamer le Edith Wharton. Pour l'instant, j'ai lu que 10 pages, mais j'adore la sensation que ça me procure. Ça me fait beaucoup
beaucoup pensé aux univers très proches de ceux de Jane Austen. On est en Nouvelle-Angleterre. On va suivre Charity, qui est une jeune fille qui a été adoptée par un avocat. Lorsque l'on débute, elle est bibliothécaire. Il y a un homme qui rentre et qui lui demande un exemplaire précis et elle ne sait pas où c'est rangé. Et il lui fait la remarque du fait que ça soit poussiéré. Et il y a un petit jeu de charme, de séduction, de taquinerie entre les deux qui me plaît assez. Je trouve ça très courtois, mais bon, j'ai lu que 10 pages, alors je peux pas vraiment vous en dire grand chose. Voilà pour les dernières lectures que j'ai faites. J'ai également acheté un livre la semaine dernière, Les éphémères de Andrew O'Hagan. J'en aurais parlé dans le vlog numéro 3 de la rentrée littéraire que je vous laisserai aller regarder quelque part par là. Et dans ce livre, on est en Écosse dans les années 80 et on suit une bande d'adolescents qui doit faire face au thatchéisme et qui essaye de célébrer cette amitié. On en parlera de toute façon dans une prochaine vidéo, je pense. Quoi qu'il en soit, je crois que ce vlog est déjà bien assez long. Je vais vous laisser ici. Vous aurez eu l'avis de plusieurs livres dans cette vidéo et j'espère que cette dernière vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, venir me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram sur lequel je suis le plus active. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sur ce, ciao!